Bonsoir, bienvenue à tous. Vous regardez Réussite, le magazine de l'économie africaine sur Canal+, et je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e saison. Notre invité aujourd'hui est Ibrahim Hassan Mayaki, ancien Premier ministre du Niger et actuel secrétaire exécutif du NEPAD. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'un mot, pour ceux qui nous regardent, que fait le NEPAD ? Le NEPAD, c'est l'agence de développement de l'Union africaine. Et ce que nous faisons, c'est intervenir au niveau régional et national en vue de mettre en œuvre des projets très concrets en agriculture, en infrastructure, en environnement, en étroite collaboration avec les pays et les régions. D'accord. Donc, c'est de la mise en œuvre sur le terrain. Ça me paraît très clair. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de rentrer un peu plus en détail sur ce que vous faites plus tard dans l'émission qui démarre tout de suite avec le sommaire. L'histoire d'Eco-Oil qui s'implante au nord du Congo avec de grandes ambitions. Nous vous expliquerons pourquoi la société investit 350 milliards de francs CFA pour cultiver des palmiers à huile et les bénéfices pour une région longtemps laissée à l'abandon. La success story d'Aïssa Dione ou comment une Sénégalaise a fait entrer le tissage ouest-africain dans le cercle très fermé du luxe, un tour de force dans une filière textile sinistrée. Consommer moins de charbon, découvrez le foyer économique et écologique du Malien Ousmane Samasekou. Nous l'avons suivi chez lui, à Bamako, mais aussi dans sa traque au financement en marge de la COP21. L'Afrique investit le créneau du jeu vidéo. Illustration au Nigeria où Chop Up Games est devenu le numéro 1 du jeu pour téléphone mobile. Direction le Congo. Tout d'abord, c'est dans un département du Nord, longtemps réputé pour ses palmiers à huile, que la société Eco-Oil a décidé de reprendre le flambeau. L'investissement est impressionnant, 350 milliards de francs CFA, et l'ambition est tout autant, regardez. Région de la Sangha au nord du Congo. Dans cette zone traditionnellement réputée pour ses palmiers à huile, la récolte vient de commencer. Mais ici, avant d'atteindre les arbres, il faut d'abord se frayer un chemin parmi la végétation. Bon, faites passer. Dans cette palmeraie, les palmiers atteignent des hauteurs supérieures à 12 mètres, ce qui complique le travail des récolteurs. Il doit d'abord élaguer et puis couper le régime. Regardez surtout la façon que le palmier est vraiment tellement touffu, trop sale. C'est vraiment en tout cas pénible. Des conditions difficiles qui font baisser la productivité. Il y a 20 ans, on récoltait jusqu'à 100 régimes à l'hectare. Aujourd'hui, la récolte est beaucoup plus maigre. En moyenne, pour une parcelle comme ça, on peut avoir seulement 40 régimes, 50 régimes. Pour une parcelle de 12 hectares, tu vois, c'est faible. On n'arrive pas à visiter tous les arbres. Un rendement faible, des palmiers trop grands, c'est le résultat de l'abandon de ces terres. Sangha Palm, la société publique qui exploitait ces palmeraies, a fermé ses portes il y a près de 20 ans. Et la nature a repris ses droits. Mais aujourd'hui, l'activité a repris dans la Sangha. En 2013, Eco-Oil, une société privée, décide de relancer la culture sur ses 50 000 hectares de terre à l'abandon. Et pour cela, pas question de conserver les palmeraies vieillissantes. Les travaux d'abattage ont déjà commencé. Nous avons l'ancienne palmeraie qui est en train d'être abattue. D'ici 5 ans, Eco-Oil veut remplacer les 50 000 hectares de palmeraies pour gagner en productivité. Et c'est dans cette pépinière, installée non loin de là, que l'entreprise prend soin de ses jeunes pousses.
L'ancienne pépinière de Sangapalm était implantée ici et on a fait que réaménager pour qu'on implante justement la nouvelle pépinière en ces lieux. À côté, il y avait la plantation qui commençait. Donc il y a eu quelques palmiers que nous avons abattus justement pour élargir la pépinière. Une pépinière plus grande, mais aussi des palmiers à huile plus productifs. EcoOil a choisi une espèce hybride importée du Bénin à croissance ultra rapide. Ces nouveaux palmiers commenceront à donner des fruits dans 2 ans au lieu de 4 actuellement. Une fierté pour le directeur de la palmeraie. Un plan bien développé, vous le voyez par le collet. Et ça, c'est un plan vigoureux qui répond justement pour aller en plantation en étant sûr que avec cette vigueur, le plan va bien se développer. Mais le nouvel investisseur ne compte pas s'arrêter à la culture de palmiers. L'entreprise a aussi racheté cette ancienne huilerie de Mokeko. L'usine est à l'abandon depuis la fermeture de Sangapalm. EcoOil y a investi 2,5 milliards de francs CFA pour la remettre en état. On va travailler sur les tuyauteries, sur la charpente même. La charpente a été affectée par endroits. On a déjà fait tout le remplacement des tôles, des bardages. Et équipement par équipement, on va faire les réhabilitations. Et pour tout ça, on s'est donné 5 mois. Mais l'entreprise cherche surtout à augmenter les capacités de production. Au total, 60 tonnes d'huile de palme seront produites ici par jour. Et pour cela, elle compte remplacer la moitié des machines. Cette presse a 33 ans. C'est un peu le cœur aussi de l'huilerie. Si on veut augmenter la capacité, dans notre schéma, nous avons prévu remplacer cette presse. En attendant, la production d'huile de palme a déjà commencé. Juste en face de l'ancienne usine, EcoOil a installé une usine de transformation mobile. Les régimes récoltés dans les palmeraies arrivent ici pour être transformés en huile de palme brute. Alors ce qu'on utilise, c'est le fruit qu'il y a sur le régime. Ça, c'est un fruit que je tiens. Bon, pour le moment, il est bien accroché parce qu'on n'a pas encore cuit. Mais une fois qu'on le cuit, il pourra s'arracher facilement. Un processus qui fonctionne le plus possible en circuit fermé. Ce qui reste des fruits après pressage est réutilisé dans la chaudière. En ce moment, nous utilisons le bois de plantation pour démarrer. Après, quand on a suffisamment de fibres, les fibres sont utilisées pour alimenter la chaudière. Les fruits sont ensuite malaxés et pressés dans ces machines pour donner de l'huile rouge, non raffinée. Mais EcoOil compte aller beaucoup plus loin. Elle veut fabriquer des produits de grande consommation, comme de l'huile raffinée, de la margarine et même du savon. Dans cette usine flambant neuve, à 17 milliards de francs CFA, la production a déjà commencé. Dans cette usine, il y a 3 lignes. On a la ligne A, qui est la ligne qui fait les petites bouteilles, 250 ml, 500 ml et 1 litre. Et la ligne B, qui fait les grosses bouteilles, 5 litres et 10 litres. Et ensuite, on a l'unité de margarine. Et selon l'évolution du marché, nous allons mettre d'autres lignes. C'est pour ça que vous voyez que le bâtiment a cette taille pour pouvoir accueillir de nouvelles unités. Cette usine fabrique 17 000 bouteilles à l'heure. En fonctionnement depuis 3 mois, elle a maintenant assez de stock pour distribuer ses produits. Et pour les Congolais, la marque ne sera pas inconnue. Les produits EcoOil seront commercialisés sous le nom de son illustre prédécesseur, Sangapalm. On a préféré prendre un nom qui résonne déjà dans le subconscient du Congolais, comme ça il sait. Et puis Sangapalm, c'est des souvenirs d'emploi, c'est des souvenirs de prospérité. Car la renaissance des palmeraies, c'est aussi la renaissance de toute une région. Depuis 2013, EcoOil a embauché près de 3000 personnes. Toutes sont logées dans des bases de vie comme celle-ci. Vous avez travaillé à Sangapalm avant? Si, j'avais travaillé à Sangapalm. Et vous faisiez quoi? Bon, à l'époque, je faisais la mécanique. Aujourd'hui, il a changé de métier. Il est le gardien d'une des bases de vie d'EcoOil. C'est chez moi. Donc ça fait combien de temps que vous vivez ici? Pardon, ça me fait déjà 3 mois. En tout, la société compte investir 350 milliards de francs CFA pour faire renaître la production d'huile de palme dans la région. Mais la société ne compte pas se limiter à l'agroalimentaire, car EcoOil est la filiale du groupe WEC Marine,
une entreprise spécialisée dans les produits pétroliers. Et si Claude Wilfried Etoka, le PDG du groupe, investit autant dans l'huile de palme, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Notre corps de métier, c'est du biodiesel, c'est le carburant. On est pétrolier et éventuellement, aujourd'hui, vous allez voir Total et tout le monde sont en train de converger vers du biodiesel et du biojet. Donc nous aussi, on s'inscrit dans cette optique avec les grands, les majeurs. La distribution du biodiesel a déjà commencé. EcoOil a ouvert sa première station-service à Mokeko, à côté de ses plantations. Et le groupe WEC Marine a bien l'intention d'en ouvrir d'autres. Il prévoit que 90% de la production d'huile de palme sera utilisée pour fabriquer du biocarburant à l'horizon 2020. Voilà, je vous le disais, un groupe ambitieux. La démarche d'EcoOil, et ça c'est important et c'est intéressant, c'est qu'elle veut évidemment relancer la production agricole, mais aussi créer des unités de transformation de matières premières. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche et est-ce qu'on peut la dupliquer ailleurs en Afrique? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça réunit tous les ingrédients d'une success story. Vous avez une matière première avec une technique de production liée à une productivité plus élevée qu'auparavant. Vous avez la création d'une valeur ajoutée à travers un processus de business avec un équipement industriel approprié. Vous avez le lien à un marché intérieur. Oui. Et puis vous avez l'analyse d'une niche sur un marché global avec les biocarburants. Oui. Donc c'est vraiment une success story dans tous les sens du terme. Alors évidemment, ça peut être répliqué, mais il y a des questions qu'il faudra nécessairement prendre en compte lorsque la réplication pourra se faire. Par exemple, les questions foncières. Vous savez, Oui. si vous regardez les chiffres de la International Land Coalition, qui est une organisation qui s'occupe de veiller à la gestion des terres en Afrique, vous verrez que 3/4 des contrats qui sont liés à l'accaparement des terres sont des contrats liés à l'industrie du biocarburant. Et que certains de ces contrats sont parfaitement bien ficelés oui. et d'autres ne respectent pas toujours les conditions édictées, par exemple, par la FAO dans la gestion responsable des investissements dans l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne respecte pas des normes écologiques, des normes... Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, non seulement des normes écologiques, mais aussi des normes de protection des petits exploitants. Ah oui, Et ça, c'est important. Voilà. Donc, il faut faire attention à cela. Là, nous parlons d'un entrepreneur qui est spécialisé dans le pétrole au départ et qui se lance dans une nouvelle activité qui est l'agro-industrie. Il y a pas mal d'États africains qui ont annoncé leur ambition dans ce sens-là aussi. Pourquoi et pourquoi maintenant? Alors, pourquoi? Pour deux raisons très simples. L'État, et comme vous le voyez très bien dans votre exemple, n'est pas l'acteur privilégié de l'industrialisation. Oui. L'acteur privilégié de l'industrialisation, c'est le secteur privé. L'État doit mettre en place, comme vous le savez, les conditions idoines qui peuvent permettre à cette industrie de se développer. La deuxième raison, c'est qu'on oublie de dire très souvent que le premier acteur privé, c'est l'exploitant agricole africain qui nourrit 80% de la population africaine. C'est vrai. Et cet exploitant privé doit pouvoir profiter du savoir-faire de grandes firmes, de moyennes firmes, qui vont lui permettre de se transformer en méso-entrepreneur. Donc l'avenir de l'agriculture africaine, ce sera la transformation de l'ensemble de ces petits exploitants en micro- et méso-entrepreneurs en partenariat avec des firmes beaucoup plus grandes. Allez, on change de registre. Si vous ne la connaissez pas encore, retenez son nom. Aïssa Dione est l'ambassadrice du tissu sénégalais. Ses créations s'exportent dans le monde entier et elle compte parmi ses clients les grands noms de la mode comme Christian Lacroix ou Hermès. Son secret? Avoir misé sur le haut de gamme africain dans un marché dominé par les produits asiatiques à bas coût.
Lorsqu'elle rentre dans un hôtel, le premier réflexe d'Aïssa Dione, c'est de regarder la décoration. Voilà des poteaux décoratifs faits dans nos ateliers, sculptés à la main et tissés à la main également. Cet hôtel, c'est le King Fahd Palace, l'un des plus luxueux de Dakar. Ici, la reine du tissu sénégalais est en train de rénover tout le mobilier. Valeur du contrat, plusieurs millions de francs CFA. C'est l'une des plus grosses commandes de son histoire. C'était quand même très important qu'ils aient pour la première fois décidé d'avoir recours à des fabrications locales, nationales. Surtout dans ce type d'hôtel qui n'a pas cette habitude-là. Une commande inédite en effet pour ce 5 étoiles, qui se fournissait jusqu'à présent en Europe. Ici, elle doit retapisser 212 canapés, 800 fauteuils et plus de 900 couvre-lits et coussins. Une commande qu'elle ne prend pas à la légère. Dans nos pays où tout est entièrement importé et dans lequel les gens prétendent que nous sommes incapables de produire quelque chose, c'est ultra important de prouver qu'on est capable de faire et de produire. Pour le directeur commercial de l'hôtel, cette nouvelle décoration répond à une nouvelle demande de sa clientèle. Nous avons voulu apporter une touche africaine, mais dans le respect des standards internationaux hôteliers, que nous avons choisi Aïcha, qui s'est mis en place depuis un moment et qui a réalisé vraiment de belles choses qui sont très appréciées de la clientèle, aussi bien locale qu'internationale. Aïssa Dione a su s'imposer comme la reine du tissu Made in Africa. Aujourd'hui, ses créations s'exportent dans le monde entier, dans les hôtels, mais aussi chez les plus grands créateurs comme Hermès ou Christian Lacroix. Ces tissus, elle les fabrique ici dans son atelier du centre de Dakar. Une consécration pour cette Sénégalaise diplômée des Beaux-Arts en France, qui rêvait de devenir artiste peintre. Aïssa Dione a bâti son entreprise pas à pas. Le tout début était un seul tisserand dans ma cour, dans le jardin. Donc pour passer d'un seul tisserand dans une cour à une entreprise qui compte 100 personnes, il y a une grande évolution. Et on est passé doucement du travail artisanal à une semi-industrialisation. En 20 ans, Aïssa Dione a transformé son entreprise artisanale en une petite industrie. Sa force, c'est de regrouper en un seul lieu plusieurs métiers d'artisanat de luxe. Tissage, bien sûr, mais aussi broderie, couture, maroquinerie, tapisserie et même menuiserie. Une organisation qui lui permet de conjuguer tradition et modernité, comme avec son produit phare, le tissu mandjak, typique de l'artisanat sénégalais qu'elle a adapté au goût du jour. On a maintenant une largeur de 90 de large, alors qu'à l'origine, elle était entre 15 et 20 de large. Donc ce tissu-là, normalement, traditionnellement, on ne tisse pas dans ces largeurs. Donc l'apport technique, c'était d'élargir les métiers à tisser. Ce qui a permis de ce fait d'élargir les marchés dans la foulée. Des métiers à tisser plus larges pour pouvoir produire des objets adaptés au goût des consommateurs. Pour elle, être africain, c'est un atout et elle le vend au monde. C'est ce qui a fait le succès de son entreprise et qui lui a valu des commandes prestigieuses, comme le Metropolitan Museum of New York. Il a passé commande de près de 2500 pièces. Le container doit partir demain. Alors, Aïssa Dione met la pression sur ses employés. Donc aujourd'hui, il faut carburer à fond. Là. Tu coupes, tu leur donnes, vroom, 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 vroom. Ça doit faire vroom. Hein? Et là, toi aussi, tu as fini tes trucs là? Il y a un départ demain, hein, donc il faut accélérer la contrôle. Même le contremaître en prend pour son grade. Tu sais, ils sont tous là à ne rien faire. Voilà, c'est bien simple. Lundi matin, tu viens. Si tu n'arrives pas avant 13h, personne ne fait rien. Une gestion rigoureuse, des commandes prestigieuses, une notoriété internationale. Et pourtant, cela ne suffit pas. Aïssa Dione a du mal à convaincre les financiers d'accompagner son développement. Les financiers ne croient pas beaucoup au textile. Ils assimilent tous le textile aux mauvaises images, le wax, le bazin, toutes ces catégories textiles qui ont failli. Alors que nous, on prêche pour un nouveau type de textile qui est lourd, c'est le textile lourd qui est difficilement copiable par l'Asie. Aujourd'hui, la chef d'entreprise se rend dans son autre atelier à Rufisque, à 20 km de Dakar. Ici, les employés sont tous des anciens de l'industrie textile. El Hadjiaï, qui est de Islima. Monsieur Pouille d'Icotaf, Monsieur Soumaré d'Icotaf.
On est tous ensemble en train de se battre pour faire survivre l'industrie textile au Sénégal, voilà. Aïssa Dione est en effet l'une des seules rescapées de l'industrie du textile au Sénégal. Un secteur sinistré. De 70 000 employés dans les années 80, il ne reste que quelques entreprises dans le pays. Aïssa Dione Tissu a même failli disparaître lorsque la dernière filature de coton a fermé au Sénégal. Ses coûts d'approvisionnement en fil ont alors doublé du jour au lendemain. Un paradoxe dans ce pays producteur de coton. Comme il n'y a plus de vente de fil, il n'y a plus d'usine de production de fil, on s'autofinance pour aller chercher du fil en Égypte. Ce qui n'est pas la porte à côté et rend les choses beaucoup plus compliquées et la productivité ralentit de beaucoup la productivité. Dans cette crise, une aubaine cependant pour Aïssa Dione. Elle a pu racheter une vingtaine de métiers à tisser pour quelques millions de francs CFA seulement à des entreprises qui avaient fait faillite. Et tout ça, ce sont des métiers qu'on a récupérés, les usines ont fermé et on doit les réhabiliter. Avec 3, on fait 1, on fabrique 1. Dans son atelier, les métiers à tisser d'un ancien drapier qui a fait faillite fabriquent désormais des tissus de luxe. Et c'est très rentable. Dans une usine textile traditionnelle au Sénégal, l'usine Icotaf, qui produisait de la toile à très bon marché, à 1 €. Et avec les mêmes métiers à tisser, on produit des tissus à 15 € ou 50 €. Donc il y a une valeur ajoutée qui est principalement due à la créativité et à la qualité des tissus. Aujourd'hui, les ambitions d'Aïssa Dione dépassent sa propre entreprise. Elle rêve de voir renaître toute la filière textile au Sénégal. Tout le monde trouve ça normal qu'on importe les rideaux et les draps de l'étranger. On a la capacité, avec une technologie très simple, de faire des dizaines de millions de mètres de voile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de montrer. Tant que les gens n'ont pas vu, ils ne croient rien. En attendant, Aïssa Dione continue de montrer le chemin. Pour le plus grand plaisir des grandes marques internationales du luxe et pour celui des clients privilégiés qui viennent du monde entier passer commande dans son showroom de Dakar. On a beaucoup de pistes dans ce reportage. D'abord, j'aimerais aborder un point. Le Sénégal a produit 35 000 tonnes de coton en 2013 et pourtant, comme on le voit, cette entrepreneuse est obligée d'aller s'approvisionner en matières premières en Égypte. Alors pourquoi est-ce que nous avons autant de mal en Afrique à passer le cap de la transformation des matières premières? Alors, on a du mal à passer le cap de la transformation pour 2 raisons. La première, c'est le type d'entrepreneur que représente cette dame qui doit constituer une masse critique. C'est-à-dire C'est-à-dire, on a besoin de plus en plus d'entrepreneurs de ce genre qui prennent en compte 2 facteurs. Un avantage comparatif qui est basé sur un savoir-faire traditionnel et qui est basé sur un produit extrêmement compétitif que les Chinois ne fabriquent pas. Ou ne peuvent pas copier. Et le deuxième facteur, c'est qu'on a besoin d'un État qui appuie cette filière. Je vous donne un exemple. Au Kenya, 40% des approvisionnements de l'État kényan sont accordés à des entrepreneurs kenyans en vue de booster l'industrialisation. Et c'est ça que nos États doivent faire, plutôt que d'accorder ces approvisionnements à des firmes étrangères. Il y a un choix volontariste de mettre en avant la production locale, en fait. Absolument. Et ça permet de créer des conditions de type coréenne, où on a accès au marché international. Parce que vous voyez qu'elle a accès à un marché international, avantage comparatif, appui de l'État, et c'est intéressant de voir que le Sénégal, à travers l'hôtel King Fahd où j'étais il n'y a pas longtemps, lui a accordé ce marché. Donc il faut que volontairement, de manière volontariste, nos États appuient ces entrepreneurs et consacrent une part significative de leurs approvisionnements aux entrepreneurs locaux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'on l'a vu là, dans ce reportage, la concurrence la plus forte, en fait, c'est la concurrence des tissus asiatiques à bas coût. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour protéger les industries africaines de cette concurrence internationale? Je crois qu'on peut faire 3 choses. Premièrement, il faut qu'on ne néglige pas le développement du capital humain. Elle est une chef d'entreprise,
Mais vous voyez, elle a des ouvriers qui ont un certain âge, qui ont un savoir-faire. Il faut que ce savoir-faire soit transmis. Oui. Il faut que ce capital humain existe. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une préférence commerciale régionale. Hein. Au-delà du Sénégal, il faut que ça atteigne la région. Oui. L'UEMOA, la CEDEAO. Et cette préférence commerciale régionale doit vraiment être poussée par nos leaderships. Et puis, troisièmement, il faut, vous allez me dire que c'est un détail, mais ce n'est pas, à mon avis, un détail. Il faut que dans les écoles de formation au management qui se créent de plus en plus dans notre région, Oui. on s'inspire de ces cas d'école et non pas de cas d'école qui sont déconnectés de notre contexte. D'accord. Et ça, ça permettra, si vous voulez, d'avoir des entrepreneurs modèles et de donner des idées aux plus jeunes afin qu'ils aillent dans cette voie. Et étudier des success stories locales plutôt que Steve Jobs, par Absolument, exemple. Je dis ça dans Même l'absolu. si Steve Jobs est un homme extraordinaire. Même s'il est extraordinaire, absolument. Je ne sais pas pour vous, mais je connais peu de choses meilleures qu'un poisson ou du maïs cuit au feu de bois. Mais si les foyers au charbon font le sel de nos souvenirs d'enfance ou de notre quotidien, il y a plus efficace et moins polluant. Restez avec nous, on voit ça juste après la pub. Réussite continue en compagnie de notre invité Ibrahim Hassan Mayaki, ex-premier ministre du Niger et secrétaire exécutif du NEPAD. Juste le temps de saluer Régis Kamdem. Bienvenue Régis. Merci Hélène. On retrouve votre chronique après notre prochain reportage. L'histoire commence au Mali, où plus de 9 foyers sur 10 cuisinent au charbon de bois. Et dans ce pays menacé par la déforestation, trouver des alternatives est une urgence. La suite a lieu dans les allées de la COP21 à Paris. Nous avons suivi Ousmane Samasekou, concepteur d'un foyer économique et bien décidé à convaincre les multinationales. Regardez. Paris, le mois dernier, Ousmane Samasekou a fait le déplacement à la COP21. Il est venu promouvoir son produit phare, un foyer capable d'économiser 30% de charbon. Ah, donc là, c'est un foyer économe qui économise jusqu'à 30%. Il aimerait bien convaincre les multinationales de financer son développement. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ousmane depuis le Mali. Son foyer, il a mis au point à 6000 km de là, au Mali. À Bamako, comme dans de nombreux pays sahéliens, pour faire la cuisine, le moyen le plus utilisé, c'est le charbon de bois dans des fours à foyer ouvert et à très mauvais rendement. Voilà pourquoi le foyer économe d'Ousmane s'arrache comme des petits pains dans la capitale malienne. C'est le grain qui se vend le mieux. Il est un peu plus petit que ça et il est à 5 000. Chaque semaine, il y en a à peu près une dizaine par jour. Si j'essaie de faire la moyenne, c'est à peu près 60 dans la semaine, quoi. La promesse de son foyer, permettre aux familles maliennes d'économiser 28 kg de charbon par mois. Un gain écologique et économique pour ce spécialiste en gestion des forêts. Le premier problème, c'est les combustibles. Ils sont chers. Et de plus, la forêt se dégrade. On ramassait le bois derrière le village à 100 mètres, 200 mètres. On a commencé à ramasser à 5 km. Maintenant, autour de Bamako, tu ne peux pas aller avoir le bois de chauffe à moins de 200 km. Pour économiser le bois et le charbon, Ousmane Samasekou a eu l'idée de combiner un foyer en métal classique avec un foyer en céramique. Cette pièce permet de retenir la chaleur à l'intérieur du foyer. C'est la pièce céramique. Donc celle-là déjà, vous voyez, encore elle n'est pas sèche. Mais elle a déjà fait 15 jours ici. Donc probablement elle va durer au moins 15 jours encore ici pour sécher totalement pour aller à la cuisson. L'insert en céramique est fabriqué sur place par les 22 employés d'Ousmane Samasekou. L'armature en fer, en revanche, est sous-traitée à des artisans forgerons. Ils sont près de 200 à produire pour lui. Grâce à ce système, il produit 4000 foyers par mois. Mais la demande est bien supérieure à l'offre. La faute au temps de séchage de ces inserts en céramique. On a tenté les préchauffages, on a tenté le séchage avec l'air chaud, mais tout ça réuni ne nous donnait pas plus de 1 ou 2 jours par rapport au séchage naturel.
qui dure entre 10 et 45 jours. Alors, pour accélérer le processus, Ousmane a décidé de remplacer son insert en céramique par des produits industriels. Dans cet atelier, il est en train de construire le prototype de ce qui sera son futur foyer. C'est comme si cette pièce a été remplacée par la laine de verre. Et dans 5 minutes, il va terminer son foyer. Au lieu d'attendre 40 jours, 30 jours, juste pour sécher une pièce. Il compte produire 5000 exemplaires de ces nouveaux foyers avant leur commercialisation d'ici 2 mois. Cette industrialisation, Ousmane ne la finance pas grâce à une banque classique, mais avec un processus innovant, la finance carbone. Un organisme indépendant a calculé que chaque foyer qu'il vend permet d'économiser plus de 2 tonnes de CO2. Ces crédits carbone, il peut les revendre sur le marché international à des entreprises polluantes. Une opération qui lui a déjà rapporté 600 millions de francs CFA. Le premier contrat que j'avais avec Goldman Sachs, je sais que déjà c'est un contrat de 500 000 tonnes qui a été entièrement honoré. Et j'ai actuellement au moins 200 000 tonnes invendues. Ces 200 000 tonnes restantes représentent une valeur de 200 millions de francs CFA et Ousmane est bien décidé à les écouler. Paris. Alors que les grands de ce monde sont réunis au Bourget pour des négociations sur l'avenir du climat, Ousmane est lui aussi invité à la COP21. Il vient vanter les atouts de son foyer amélioré, Made in Bamako. Donc tous les modèles que vous voyez sur la table, c'est des modèles qui existent et qui sont produits en masse. Ce foyer permet de donner à chacune des femmes dans nos petites économies à peu près 110 € d'économie par an et avec une protection de l'environnement, comme l'on a dit, de 1,7 hectare. Avec ce seul foyer, nous protégeons 1,7 hectare chaque année. Mais la COP21, pour lui, c'est aussi l'occasion de rencontrer les grandes entreprises susceptibles de lui acheter des crédits carbone. Et il n'hésite pas à sortir sa casquette de VRP. Non, mais c'est un super projet, je vais lire ça avec attention. En une après-midi, Ousmane va enchaîner une dizaine de rendez-vous improvisés avec des fournisseurs d'énergie, des constructeurs automobiles et même le groupe La Poste qui assure le transport du courrier en France. C'est vraiment très courageux de venir ici avec 200 exposants sur un projet précis. C'est intéressant de créer des liens aussi. Si on ne travaille pas directement avec le Mali, on est quand même implanté dans plusieurs pays. Au terme de cette journée marathon, Ousmane est plutôt confiant. Les gens ont répondu, nous ont accepté, nous ont parlé, mais il reste le plus important, c'est la continuité et les résultats positifs. S'il tient absolument à vendre son stock de carbone, c'est qu'Ousmane vient de se lancer dans une nouvelle filière. La fabrication d'un nouveau combustible pour ses foyers. À Bamako, sur les marchés, la manipulation de charbon produit de nombreux déchets sous forme de poussière. Les commerçants la jettent à la fin de la journée. Un gaspillage qu'Ousmane aimerait bien éviter. Dans la commune où je vis, on a fait une évaluation des déchets de poussière de charbon. Donc tu as 10 tonnes de poussière de charbon produite par jour dans la rive droite où je vis actuellement. Et moi, je lui dis que je vais m'attaquer au moins aux 4 tonnes de ces 10 tonnes. Ce combustible est fabriqué avec de la poussière de charbon mélangée à de l'amidon. Après moulage et séchage, ces briquettes sont prêtes à être commercialisées. Et pour s'approvisionner en matières premières, il compte aller chercher les déchets directement sur les marchés. Je suis en train d'installer mon réseau de ramassage au niveau des vendeuses parce qu'elles, si je ne vais pas ramasser, elles vont jeter la poussière de charbon. Et on s'est convenu de payer en moyenne 5 francs le kilo. Machines, moules, foyers, en tout, cette nouvelle unité de production lui a coûté 30 millions de francs CFA, qu'il a financé en partie grâce au marché du carbone. 2 mois après le lancement de ce nouveau produit, il a déjà distribué 10 tonnes de briquettes écologiques à Bamako. Et voilà un entrepreneur qui utilise toutes les armes à sa disposition, même quelque chose que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément, le marché du carbone. Je vais vous rappeler le principe parce qu'il peut paraître un peu complexe. L'idée, c'est de permettre à des entreprises non polluantes de vendre du carbone à des entreprises qui polluent. Est-ce que vous y croyez à ce genre de marché ? Absolument. Et vous savez d'ailleurs que statistiquement, l'Afrique est le continent qui a le moins profité du marché du carbone. Oui. Et vous savez quel est le pays qui a le plus profité du marché du carbone ? Non. C'est la Chine. Et nous avons le moins profité
du marché du carbone parce que nous n'avons pas développé les capacités suffisantes au niveau national et au niveau régional pour faire comprendre ce qui était faisable. Mais ce qui est admirable avec cet entrepreneur, c'est qu'il a combiné la compréhension des mécanismes avec une innovation technologique. Oui. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est fabuleux. Et pas à un seul moment, vous n'avez entendu le mot État. Il l'a fait comme entrepreneur, localement. Il a sauté du niveau local à un niveau international. Oui. Et avec sa compréhension, il a pu se lier. On voit que le rôle de l'État peut être intéressant parce que tous n'ont pas sa compréhension déjà de ce marché et on voit que c'est un parcours du combattant. Absolument, absolument, absolument. Mais c'est un parcours du combattant qui vaut bien évidemment la peine. La demande est considérable. Oui, on le voit. Parce que la très grande majorité des foyers, évidemment, utilisent ce charbon qui, en plus, a une conséquence en termes de déforestation. Absolument. Donc, une innovation qui réunit un certain nombre de conditions, qui, amplifiée par l'État, peut véritablement devenir une approche extrêmement positive et intéressante. Parlons de la COP21. Les pays du Nord se sont engagés à distribuer 10 milliards de dollars en faveur des énergies vertes en Afrique d'ici 2020. Est-ce que c'est un bon accord, selon vous? C'est un bon accord parce que, comparé à Copenhague et puis la suite de Copenhague, il y a un changement mental important. C'est qu'on reconnaît que l'on doit absolument faire quelque chose de pragmatique. Et du point de vue de la gouvernance globale, il y a une évolution significative. Oui. On se met d'accord sur une limite en termes de température, on se met d'accord sur des seuils de financement, on reconnaît qu'il y a ce principe de responsabilité commune mais différenciée. Évidemment, cela reste encore beaucoup de mots, mais il y a un changement mental important. Ceci dit, il y a un point que je pense essentiel, c'est que tout cela ne fera sens que si, au niveau local, en milieu rural, les communautés locales font vraiment partie de ce processus et sont renforcées en termes de capacité d'adaptation. Et là, il faut que l'État central commence à déléguer, et ça c'est partout en Afrique, de plus en plus au niveau local. Le développement sera local. Et l'adaptation sera locale également. Et justement, puisqu'on parle d'environnement au sens large, Régis, le mot du mois, vous l'avez quasiment avec vous, en fait. Absolument. Il s'agit d'une éolienne. Elle tourne, donc tout va bien. Monsieur Mayaki, vous savez, on aime bien se prêter au jeu des devinettes dans l'émission. D'après vous, quel est le mot du mois? C'est un thème, plus qu'un mot. Énergie renouvelable. Bravo. Excellent, vous êtes très perspicace. Ça brise un peu mon effet de surprise, mais c'est bien. Alors, effectivement, les énergies renouvelables, et nous allons voir qu'elles peuvent améliorer l'accès à l'électricité sur le continent. Tout d'abord, une définition. Les énergies renouvelables, ce sont les énergies qui sont issues du soleil, on parle d'énergie solaire, du vent, énergie éolienne, des chutes d'eau, énergie hydraulique, mais aussi de la chaleur de la terre et des végétaux. On les appelle renouvelables parce que la nature les renouvelle régulièrement. Contrairement aux énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, les énergies renouvelables ne polluent quasiment pas et sont inépuisables. Donc là, on a fait le constat. Mais est-ce que c'est une chance pour le continent, ces fameuses énergies renouvelables? Je dirais que oui, mais il y a un point alarmant. L'Afrique fait face à un déficit considérable en termes d'électricité. Monsieur Mayaki, vous allez voir, ça c'est le monde vu la nuit. Chaque point jaune, c'est une région qui est éclairée. Ce qui frappe le regard, c'est que l'Afrique est plongée dans le noir. Au sud du Sahara, elle est 30% seulement de la population a accès à l'électricité, quand la moyenne mondiale, c'est 85%. Monsieur Mayaki, autre comparaison. Les 48 pays d'Afrique subsaharienne disposent d'autant d'électricité que la France à elle seule. Donc, c'est considérable. Pourtant, l'on sait bien que le continent regorge de ressources très importantes. L'Afrique est dotée
de 20% des ressources éoliennes. Quant à l'ensoleillement, il est surabondant un peu partout. Donc oui, les énergies renouvelables peuvent contribuer à résorber cette pénurie. On a de quoi faire, donc on en est où en Afrique en matière de développement de cette énergie renouvelable? Actuellement, 25% de l'électricité produite en Afrique est issue des énergies renouvelables, ce qui est mieux que la moyenne mondiale qui est de 20%. J'attire votre attention sur le diagramme qui va s'afficher et on va s'apercevoir que la quasi-totalité de cette énergie verte, comme on l'appelle, est fournie par les barrages hydrauliques. Regardez, la portion verte, c'est l'hydraulique, représente 83% de l'électricité verte. C'est mieux que l'éolien qui est de 7%. Mais justement, avec la COP21 dont on parlait tout à l'heure, les choses commencent à bouger, hein, j'ai l'impression. Tout à fait. Les chefs d'État africains ont lancé à cette occasion l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, un programme ambitieux qui vise à multiplier par 10 la production d'électricité verte d'ici 2030. Actuellement, la puissance installée en termes d'électricité verte en Afrique n'est que de 34 gigawatts. L'Europe produit 470 gigawatts d'électricité verte, l'Asie 700 gigawatts. Alors la grande question c'est qui va financer les 453 milliards de dollars nécessaires? Les pays africains ont exigé et obtenu que les pays riches mettent la main à la pâte. Courant décembre, l'Union européenne avait déjà mobilisé 10 milliards de dollars. C'est bien, mais la route est encore longue. Affaire à suivre donc, et ça c'est pas du vent. Monsieur Mayaki, s'il y a une énergie abondante sur le continent, c'est bien le soleil. Autre question qu'on se pose, selon vous, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour devenir précurseur dans le domaine du solaire? Il manquait deux choses. La première, c'est l'innovation technologique. Oui. Et là, je crois qu'on a atteint une innovation technologique dans le solaire qui permet une gestion relativement aisée et simple de panneaux solaires dans le plus petit village africain. Et puis, le deuxième facteur, c'était le coût. Vous savez, le solaire coûtait cher, mais au cours des 15 dernières années, le prix du solaire a été divisé à peu près par 10. D'accord. Ce qui permet une accessibilité des Africains à l'énergie solaire. Alors, cette énergie solaire, comme les autres énergies renouvelables, doit fondamentalement être viser le milieu rural. Parce que vous savez, une des grandes limites que nous avons à tous nos processus d'industrialisation, transformation agricole, c'est le déficit en énergie. L'énergie est un facteur considérable pour booster la productivité en agriculture et il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Donc nous n'oublierons pas le charbon, évidemment, il y aura encore du charbon, mais l'avenir, c'est dans l'énergie renouvelable. Sur ça, et je pense qu'on l'a bien compris. On passe à l'actu du mois et on revient, Régis, sur ce concours destiné à récompenser de jeunes entrepreneurs. On en parlait dans une précédente émission, les meilleures startups du continent. Effectivement, c'est le fameux Challenge Start-Upper de l'année qui récompensera, vous venez de le dire, les meilleures startups sélectionnées dans 34 pays sur le continent. La liste va s'afficher. L'Afrique du Sud, par exemple, l'Égypte, les téléspectateurs qui nous regardent ont jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire, par exemple, sur le site du concours qui va s'afficher, mais également en se rendant dans les stations-service Total. C'est malin ça. L'opération connaît un véritable succès. Au jour d'aujourd'hui, plus de 10 000 participants se sont déjà inscrits, avec un engouement particulier en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Afrique du Sud. Bon courage à eux tous. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, des jurys sont déjà en place dans les 34 pays. Ils vont désigner les 3 meilleures startups dans chacun des pays. Et le 22 avril prochain, grand gala qui récompensera les 3 meilleures startups du continent, à la clé un accompagnement et une aide financière. Et on entend bien être tous invités à ce gala. Hein. Cette initiative sera suivie dans les mois qui viennent par réussite. Merci Régis. À très bientôt. On se retrouve très bientôt. Ibrahim Hassan Mayaki, vous restez avec moi, nous allons parler de jeux vidéo. Je vous emmène dans les coulisses de Chop Up Games. C'est l'un des leaders du marché des jeux pour téléphone mobile au Nigeria et la société mise sur la culture locale, vous allez voir. À Lagos, tout le monde connaît ces bus jaunes. Les danfo, comme on les appelle ici, sont le moyen de transport le plus populaire.
Bon marché, ils servent à transporter aussi bien des passagers que des marchandises. Vous pouvez voir derrière moi, il y a beaucoup de bus Danfo qui attendent les clients. Et les conducteurs crient leur destination pour que les passagers puissent trouver leur chemin. Ces bus sont dans l'ADN de Lagos. Une histoire locale que Bayo Pudikombe, un jeune informaticien, a eu l'idée de transformer en jeu vidéo. On a imaginé une histoire autour de ça, d'un conducteur de Danfo qui doit remplacer au plus vite son bus. Et il a une semaine pour transporter le plus de passagers possible afin de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir remplacer son bus. C'était le point de départ de ce jeu vidéo. Sorti en 2011, Danfo le jeu a été téléchargé près d'1 million de fois. Un succès public que Bayo a décidé de concrétiser en montant sa propre société. Chop Up Game, une société africaine qui propose des jeux vidéo spécialement conçus pour le marché africain. Et pour réaliser ces jeux, la start-up a décidé de se concentrer sur le téléphone mobile. Ce qui nous est apparu tout de suite, c'est que le mobile était la plateforme la plus adaptée à l'Afrique. On n'a jamais eu de révolution de l'ordinateur. Au mieux, le taux de pénétration des ordinateurs a été de 10%. Alors que le mobile est un appareil très répandu en Afrique. De nos jours, vous en trouvez à moins de 100 $. Vous mettez une carte SIM et en un instant, vous êtes connecté au monde. Au catalogue de la société, une dizaine de références, comme Chicken Escape, dans lequel le joueur incarne un poulet qui tente d'échapper à une sorcière, ou Sambisa Assault, dans lequel le joueur doit résister à un assaut terroriste. Mais son jeu le plus populaire est sans conteste Django, qui a atteint 100 000 téléchargements en quelques mois. Votre village est attaqué et vous, en tant que guerrier, vous devez empêcher vos ennemis de détruire votre village. C'est le principe de Django. Point commun de tous ces jeux, ils sont simples à prendre en main, mais hautement addictifs. Chop Up veut reproduire les recettes du succès des blockbusters internationaux, et à en croire cet utilisateur, ça marche. Django est un de mes préférés. Je n'ai pas téléchargé les autres jeux car sinon j'aurais pas le temps de faire autre chose que de jouer. J'y joue tout le temps, j'essaie de pas jouer dans les embouteillages mais parfois j'avoue, au bout de 5 minutes je craque. Parfois il m'arrive d'y jouer au restaurant. Ma copine aimerait beaucoup supprimer ce jeu de mon téléphone. Un succès populaire qui pousse la société à se développer. Avec son équipe de 4 personnes, la start-up produit un jeu vidéo toutes les 6 semaines. Ses ordinateurs tournent à plein régime. John Vino, le graphiste de la société, prépare la future mise à jour de Django, son jeu phare. Là, je suis en train de fabriquer les images de fond. Le joueur est là et les méchants arriveront par là. Malgré un marché porteur et des téléchargements en augmentation, la société a du mal à trouver son business model. On a d'abord essayé de faire des jeux payants. Le premier jeu qu'on a mis en ligne n'a été téléchargé que 7 fois en 6 mois. On a ensuite passé ce jeu en version gratuite et on a fait 120 000 téléchargements en quelques jours. En Afrique, les gens n'ont pas de carte de crédit, donc ils ne pouvaient pas acheter nos jeux. Alors, pour se financer, la société mise sur la publicité qu'elle intègre à ses applications et propose aux entreprises de créer des jeux à leur image. Mais depuis 2 mois, le studio a fait le choix du payant. Pour 100 francs CFA par semaine, il est possible d'accéder à tout le catalogue de Chop Up. Le montant est directement déduit de la facture téléphonique de l'utilisateur. Je pense qu'on est en train de parvenir au succès, parce que nos jeux sont téléchargés par des centaines de milliers de personnes. Et les gens nous demandent toujours de développer plus de jeux. On sait que la demande est là, et nous, on est en train, petit à petit, de répondre à cette demande. En tout, le continent compte une dizaine de studios de jeux vidéo comme Chop Up, un marché évalué à 300 milliards de francs CFA. Mais pour l'instant, leur succès reste cloisonné au marché local.
le Hungry Bird africain n'a pas encore été développé. Quand on parle de développement économique, on pense aux usines, on pense à l'agriculture, on pense aux matières premières, mais pas forcément à l'industrie culturelle, et pourtant, elle existe. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a une carte à jouer dans ce domaine? Absolument. L'Afrique a une carte à jouer parce que dans un contexte d'uniformisation grandissante, elle va apporter sa touche très originale. Et il y a toujours le lien avec le marché local. L'apprentissage industriel se fait par des entrepreneurs qui ont compris la demande locale et donc qui investissent dans un marché local. Et l'apprentissage à travers le marché local leur permet de voir tout de suite comment exporter. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Absolument. En fait. Et c'est ça qui va faire l'avantage comparatif de l'Afrique dans les 30-40 prochaines années, parce qu'on amènera de la fraîcheur culturelle dans un monde trop uniformisé. J'aimerais qu'on parle un peu de votre institution, le NEPAD, qui a lancé un appel à projet d'infrastructure auprès des États africains. Vous avez reçu des centaines de réponses et vous en avez sélectionné 16. Regardez, on va regarder la carte. Il y a des projets de routes, de chemins de fer, de lignes électriques. Sur quels critères est-ce que vous êtes basé pour faire un choix? Alors, le processus a été très simple. On est parti des plans directeurs d'infrastructures de toutes les régions africaines. Et on a mis l'ensemble de ces plans directeurs et puis on a essayé de décanter avec des critères. Et les critères avaient trait à la motivation politique de mener à bien ce projet. Ils avaient trait aux capacités réelles de mettre en œuvre les projets. Ils avaient trait à la diversité géographique. Et on est arrivé, grosso modo, à 16 projets. Mais ces 16 projets font l'objet d'un consensus. Vous êtes un partisan de l'intégration régionale et vous dites c'est la condition du développement du continent. Pourquoi, selon vous? Absolument. Pour une raison fondamentale que tous nos leaders doivent comprendre et ont commencé véritablement à comprendre, c'est qu'aucun, je dis bien aucun, de nos problèmes nationaux n'a une solution optimale au niveau national. La solution optimale est toujours au niveau régional. Que ce soit les questions de paix et de sécurité, que ce soit les questions d'énergie, que ce soit la route, le Cap, le Caire. Aucun de nos problèmes nationaux n'a une solution optimale régionale. L'optimalité est au niveau régional. Pourquoi? Parce qu'on est un continent fragmenté, 54 pays, et 54 pays tout seuls ne peuvent pas se développer. C'est pour ça que vous ne faites plus de politique? Ou est-ce que c'est bien terminé, la politique? On ne sait pas. On fait toujours de la politique d'une certaine manière, mais il y a deux manières de faire de la politique. Il y a une manière politicienne, en se battant dans une arène, ça c'est terminé. Et il y a une manière d'établir une vision, d'essayer de la communiquer, et de faire en sorte que cette vision transforme. Et la transformation, elle est locale. Fondamentalement, elle est locale. Ibrahim Mayaki, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'est moi qui vous remercie et j'ai énormément appris. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une plongée inédite et exclusive au cœur de la plus grande entreprise de BTP d'Afrique de l'Ouest. C'est un des sujets de la prochaine émission. Rendez-vous dans un mois. D'ici là, retrouvez nos reportages sur canalplus-afrique.com. Laissez vos commentaires sur la page Facebook et surtout, prenez soin de vous. Bye.